Il y a des opinions qu'on n'ose pas trop dire en public, mais qui existent bel et bien, des idées que tout le monde déteste, sauf une petite poignée de gens convaincus d'avoir raison. Aujourd'hui, on sort le mode confession des opinions impopulaires dans la tech, les unpopular opinions qui ont été répandues aux États-Unis, et tu vas voir, certaines sont beaucoup moins absurdes qu'on le pense. Comment ça va, mon petit Rewan? Bah écoute, ça va. Belle journée. Sujet très intéressant. Moi, de toute façon, j'aime bien avoir des. Enfin, j'aime bien les trucs un peu bizarres, tu vois. Je Oui, sais pas comment expliquer, mais c'est. J'aime bien les trucs qui bousculent un petit peu les codes, tu vois. Donc, je en suis vrai, complètement d'accord. ce sujet-là, ça me fait un peu plaisir parce que on parle souvent des nouvelles technologies, mais les nouvelles technologies viennent remplacer les anciennes technologies et parfois on se dit que c'était mieux avant. Il y a des trucs sur lesquels c'était pas mieux avant. Il y a des trucs sur lesquels c'est différent d'avant. Il y a des trucs sur lesquels c'est indubitablement mieux qu'avant. Ça, faut pas non plus se le leurrer. Mais malgré tout, t'as des petits trucs comme ça, tu sais, des petits opinions comme ça. T'es en mode, ah putain, ça fait chier que ça disparaisse parce que j'aimais bien, moi. Je suis tout seul je suis tout Ouais, et seul puis à de bien manière aimer. générale, des trucs que nous on aime et les autres détestent Bien sûr. complètement, quoi. Un exemple, hein, les films de Noël, Je déteste. tu détestes. Je déteste. Moi j'aime bien. En fait, mais il y a une raison toute simple, c'est qu'en fait, c'est tout le temps le même schéma Tout pareil. mis dans un écrin différent, mais c'est tout le temps pareil. Mais 1 heure et demie où tu kiffes. Ah bah, insupportable. Insupportable. Tu vois, moi... Unpopular opinion, tu l'as. populaire de fou, hein. Voilà. Et l'idée, c'est de faire ça tranquillement. Voilà, posez-vous. Si vous êtes dans vos trajets, dans votre voiture, n'hésitez pas à profiter. Nous, de notre côté, on va vous partager un petit peu nos confessions, les produits qu'on utilise ou même de manière générale des thématiques que soit on apprécie et qu'on va mettre dans la gueule de l'autre, soit inversement. Et ça va être marrant. Alors, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? N'hésite pas, dis-moi tout. Allez, vas-y, bah tu sais quoi, je sens que t'es on fire là, t'en as un avec un petit sourire malicieux, là je pense que ton œil va être bon. Ah, je pense que, tu sais quoi? Je pense que c'est celui qui illustre le mieux cette thématique. Ah. La Magic Mouse. Ah non, mais elle est insupportable. Et voilà. Oh, putain. Et Mais voilà. alors, pardon. Il y a des très bonnes idées dans la Magic Mouse. Il y a aussi des choix que je ne comprends pas. Oui. La Magic Mouse, pour rappel, on parle de la souris d'Apple. Souris d'Apple qui est une souris en somme standard, à ceci près qu'elle n'a pas de roue de défilement. Par contre, elle a une espèce de pavé tactile en dessous qui te Tout est permet tactile, de faire du défilement. Alors, tu as du retour haptique quand même quand tu cliques. Tu as des clics Non, gauche et clics même droit. pas. Ah, oui, t'as plus ça oui, si Ouais. tu sens le clic, Oui. mais il n'y a pas de retour haptique. C'est Et- du clic. Ouais, C'est pas du sans c'est- fil. Ça, c'est pas du, comment dire, du Oui, mais t'as tactile pas sur ce tu truc-là. sais, les petites vibrations, Oui, des pardon. trucs comme ça. Oui, c'est pas un clic dans le sens où maintenant vous voyez la forme d'une souris, ça a vraiment une touche gauche, Oui, clic gauche, une touche complètement. clic droit, et la roulette au milieu qui elle-même a un clic et des fois a des clics gauche et droite. Là, on parle vraiment d'une souris, alors très très plate déjà. Tactile, je suis désolé pour Absolument ceux qui pas connaissent, ergonomique. absolument pas ergonomique, mais bon, je la décris pour ceux qui sont déjà sur autre chose que Mac, enfin qui sont sur autre chose que Mac. Et elle a un pavé tactile au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux défiler juste en glissant quasiment sur toute la surface de la souris pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas dans ta page, qui est en vrai plutôt pratique. C'est hyper intuitif. Plutôt Et pratique. c'est pour ça que moi je l'adore. C'est que. Alors, déjà, cette souris, elle a été créée en 2003, je crois. Elle date, Donc, elle a jamais elle changé. date sa mère. Elle a jamais changé. Elle a Les changé au seuls- point de vue technique. Genre, il y a eu des petites améliorations Exactement. dans la captation de tes mains, etc. La captation, elle est passée de piles. À l'époque, il y avait des piles Oui. au chargeur Lightning. Oui. Je crois pas qu'elle soit passée sur l'USB-C. Maintenant, pour ceux que c'est pas un C'est- smartphone, je pense qu'ils vont y passer, mais je sais pas si là Ouais. encore ils l'ont fait. Sur C'est les possible derniers Mac. qu'il l'ait fait, mais en tout cas, moi, je crois que je suis sûr que j'ai la Lightning. Quoi qu'il en soit, c'est hyper satisfaisant parce que la souris a évolué avec Mac. Ce qui veut dire que tout est fait pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière, de la manière la plus fluide. En théorie. En théorie. Donc ça veut dire que tu peux descendre effectivement de manière tactile pour défiler. Et moi surtout, ce que j'adore, c'est qu'en fait, t'as les gestes gauche-droite, haut, bas, etc. Et donc Ouais. quand tu fais du montage, t'as juste à slider. Et C'est c'est vrai. tellement naturel. T'as l'impression d'avoir en fait un trackpad avec la souris. Ouais. Tu peux à la fois te déplacer physiquement comme une souris classique pour aller chercher tes fenêtres, mais aussi en slidant. Et c'est ce que j'adore. Et en même temps, c'est une des souris les plus décriées au monde, je crois. Je crois que c'est l'une des souris qui fait autant parler d'elle positivement Je que suis négativement. d'accord. Je Plus suis- même négativement, je pense que que c'est plus positivement. négativement. Alors, je vais pas parler des problèmes pour moi qui sont liés à l'interface. C'est-à-dire que, genre, le clic droit, par défaut, t'as pas de clic droit. T'as un clic droit sur la souris, mais il va pas te mettre le menu contextuel comme sur Windows avec coupé, etc. Ça, il me semble que par défaut, t'es obligé de l'activer dans Ah non, Windows. si je dis pas de non, bêtises. même Tu l'as pas. pas? Ah ouais? Ouais, Mais c'est sur par Linux défaut. que tu l'as pas, je savais pas. Pour moi, il y en avait un où parce que je me sers d'une souris Mac sur un Mac sur lequel j'ai installé Debian du coup et je me souviens qu'il y avait une connerie comme ça. Moi, les deux trucs qui me rendent fou avec la souris, alors déjà le fait qu'elle soit plate.
Ok. Elle tombe pas du tout dans la main, cette souris de con là, à se servir tout le temps. J'ai l'impression de m'en servir comme tu sais, comme Gollum, du bout des doigts, parce que j'ai des grandes mains mais relativement fines. Et en fait, quand je la prends, je suis jamais bien installé. Quand j'allonge juste mes doigts font la longueur de la souris. Ah, c'est une souris absolument pas ergonomique. C'est Clairement. même dans la forme. Quand tu prends toutes les comment dire, les règles un petit peu d'ergonomie, la souris ne respecte aucun de ces critères. Alors, elle est très belle. Plate, sa mère. Elle est plate sa mère, t'as pas de repose-pouce, elle est pas bombée, elle épouse pas bien la forme de ta main, elle est pas légèrement incurvée. Alors elle est ambidextre, du coup, Oui. de par le fait, parce qu'elle a exactement la même gueule à gauche et à droite, donc que tu sois gauche ou droitier, il y a pas de problème. Mais à l'utilisation, je suis désolé, hein. Je comprends pas qu'elle ait tenu si longtemps avec une prise en main si dégueulasse. Moi, je trouve ça légendaire. Alors, c'est clair, hein, moi, j'utilise beaucoup d'autres souris et je kiffe beaucoup d'autres Et dis souris, la vérité, évidemment. tu l'as Daily Drive ou pas, la souris? Mais tous les jours. Mais t'es un menteur. Mais tous les Ah ouais jours de ma vie. Je croyais que t'étais sur MX Masters. Bah, depuis en fait, celle de il y Logitech. a beaucoup de moments où je fais des passations, où je passe sur la MX Master, etc. Parce que je kiffe, parce qu'il y en a une nouvelle qui est sortie, parce que j'ai envie de la Ouais. tester et tout ça. Et généralement, elle tient 1 mois, 2 mois. Et après, Magic Mouse. Ah ouais? J'adore cette souris. En fait, rien que le fait de pouvoir... C'est con, mais c'est l'habitude et le fait que tu puisses naviguer avec des gestes exactement comme tu le fais sur un smartphone, sur une tablette ou quoi que ce soit, ça rend le truc tellement plus naturel que sur la Mix Master 3, par exemple, que j'utilise, t'as une roulette qui te permet de pouvoir naviguer dans la timeline. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que j'adore cette souris. Par contre, il y a un deuxième point, et je pense que c'est ce que tu voulais aborder. Bien sûr, comment tu fais quand il n'y a plus de batterie, mon bon copain? Parce que pour ceux qui ont jamais touché, approché cette souris, le port, vous savez où est-ce qu'il est pour le charger? Il est pas devant. Non. Il est en dessous de la putain de souris. C'est-à-dire que si un jour, t'as pas mis ta souris à charger la veille en te disant, putain, faut que je regarde quand même qu'elle ait de la batterie pour demain, tu peux pas te servir de la souris. Tu sors la MX Master T'es 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient pas niquer le design et se dire on va faire un petit port apparent juste devant pour que tu puisses t'en servir comme toutes les autres souris sans fil que tu peux charger en même temps qu'elles soient branchées. Non. Je pense que c'est même pire que ça. Hein. Tu penses que c'est pour acheter une deuxième souris pour changer? Je pense simplement... Non, je pense que simplement, ils voulaient réutiliser le design qu'ils avaient d'antan. Parce qu'en fait, quand tu regardes depuis 2003, du coup, la souris n'a pas changé de gueule. Mais tu Et peux donc, mettre... ils ont gardé le même truc. C'est juste en dessous, il y avait le petit couvercle qui te permettait d'accéder aux piles. Bah, en fait, ils ont juste foutu une batterie, fermé le fond et mis un chargeur. Mais ça, je comprends Donc, pas. Hein. ça, terminé, bonsoir. Donc, en fait, ils avaient plein de souris peut-être sous la main et ils ont juste fait ça et terminé, bonsoir. Alors, moi, du coup, j'anticipe. J'ai un logiciel qui me permet de voir toutes les Qui te données, ping un machin, peu, ouais. et qui me ping en disant la batterie, dès que ça tombe en dessous des 15%, globalement, je sais qu'il me reste presque 2-3 jours d'autonomie. Ouais. Mais par sécurité, le soir, dès que j'ai terminé de bosser, je l'éteins et je la branche. Comme ça, j'ai pas de problème. Et par contre, on peut en parler de l'autonomie, hein. C'est un truc de zinzin. Par contre, elle est bonne, tient- l'autonomie. Ah, bah, c'est un Ouais, truc de bien fou. sûr. Hein. Ça tient 2 mois, je crois. En vrai, moi, la Mix Master, je crois que je l'ai pas beaucoup chargé depuis que je l'ai. Hein. Je crois que c'est pareil, ça doit être tous les mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Maintenant, c'est c'est des très increvable. bonnes Ah, autonomies. ouais. Après, il y a plus de place dans la Mix Master. C'est une souris Ouais. qui est vachement plus grosse, donc je sais pas si elle a une plus grosse batterie par défaut ou quoi. Mais juste pour Apple qui est en quête d'ergonomie constante, d'habitude de l'utilisateur, etc., je comprends pas. Je sais qu'au niveau design, ils ont peut-être des priorités ou quoi, mais tu vas pas me faire croire que mettre un tout petit port USB-C ou Lightning juste devant, Mais ouais. en créant une petite en coche à l'avant de ta souris, tu la vois même pas. C'est-à-dire que c'est vraiment le bout qui dépasse, et elle est même pas dans ton champ de Je vision. suis sûr Je comprends pas. je suis sûr qu'ils sont en train de préparer une deuxième souris et c'est pour ça que ça a pas été Depuis le renouvelé. temps qu'on leur chie dessus sur ça, ça m'étonnerait qu'ils la changent en 2026 ou... Ouais, tu sais quoi, je pense que ça arriverait plus vite qu'on ne le pense. C'est vrai, mais bon, voilà, unpopular opinion, Magic Mouse, j'étais sûr que ça allait faire parler. J'en ai un pour toi. Les câbles. Ok. Pas de câbles en spécifique. Les câbles. Je Les trouve câbles. ça bien, les câbles. Tu trouves ça bien les Je trouve câbles? ça bien, les câbles. Oh putain, merde. Ok. Ah ouais. Ah ouais, oh dingue. Alors- Je m'attendais pas à ça. Pourquoi je te mets ça directement dans le truc? Il y a 2 aspects. Il y a déjà l'aspect de, en général, la bande passante. C'est con, Oui. mais t'as jamais d'aussi bonne bande passante que par un câble. Oui. Alors, ça peut être du cuivre, ça peut être de la fibre optique maintenant parce que c'est mieux en termes de pollution, de chaleur, de bande passante, etc., ou de finesse du câble. Mais je trouve que les câbles, pour la bande passante, déjà, c'est mieux. Alors, tu m'ouvres juste un point, je fais une parenthèse là-dessus. Je t'en prie. Mais On est chez toi. j'en ai parlé, j'en ai parlé récemment avec un pote. C'est le fait que les gens sous-estiment de fou les câbles Je suis d'accord. de manière générale. Et genre, tu vas acheter une bête de caméra.
tu vas acheter une bête de télé, mais tu vas acheter un câble HDMI de merde. Oui, bien sûr. Ben ouais, Et exactement. ça me rend fou. Ouais, bien sûr, t'es là, t'as une télé 4K, 120 FPS, 240 machin et tout, t'as un câble qui fait même pas HDMI 2.1, t'es en mode bah oui, il sert à rien ta télé. Ta télé sert à rien. Ta télé sert à rien. Voilà, Si t'as un pareil. truc connecté en externe, t'es foutu. Ça sert à rien. On est Si tu d'accord. t'achètes un putain de téléphone, achète le câble qui va avec. En Alors- fait, c'est un écosystème. Tu vois, Oui, t'achètes une nouvelle caméra, si t'as une carte SD de merde, ça ne sert à rien. je suis d'accord. Donc il faut que t'achètes un bon trépied qui va avec, tu vas acheter un bon objectif, tu vas acheter une bonne carte SD. Et tous ces add-ons, ça coûte cher, mais t'as acheté un truc plus cher, donc ça va avec. T'as ton super PC gamer, t'as une 5090, 5070, et puis t'as un écran 60 FPS, pas HDR, tout pété. Ça rend fou. On est bien d'accord. Mais alors, C'était malgré ma tout, petite parenthèse. sur le domaine de ces câbles-là, j'avoue que en vrai, de vrai, c'est dur de comprendre quel câble fait quoi. Complètement. Parce que t'as le standard HDMI. Nous, on le connaît. Mais après, t'as le HDMI A, 2.1, 2.2, enfin, tu sais, des nouvelles normes qui Complètement. sortent et tout. Le USB-C. Est-ce que t'as déjà regardé les normes de USB? Il y en a tellement. USB-C 3.2 Gen 2. Qu'est-ce que quoi? 3.2, il est Gen 2. Ah, attends, c'est du 3.2 Gen 1, monsieur. Tu pouvais mettre 3.3. Ah, mais en fait, le USB 4, c'est un peu comme l'USB Thunderbolt. Mais en fait, Thunderbolt, c'est copyrighté, mais USB 4, c'est plus ou moins pareil. Faut aller se faire Ça foutre. casse les couilles. Faut aller se faire foutre. Ah Et ouais. en fait, pour un peu illustrer mon propos, tu as la gueule de ton câble, c'est-à-dire la gueule de la prise. L'USB-C, tu vois ce que c'est un port rond, etc. C'est un USB-C. Mais ouais. tu peux faire ce que tu veux avec de l'USB-C, c'est-à-dire que tu as de USB-C 2. Oui. 3. Alors l'USB-C, c'est en général la forme du câble. L'USB-C 2, ça va être la bande passante de l'USB 2. C'est ça. L'USB 3, c'est rare d'avoir des câbles aujourd'hui qui sont USB-C avec de l'USB 2, mais ça existe. Tu peux avoir de l'USB-C avec du DisplayPort, donc qui véhicule de la vidéo. T'en as qui ne le font pas. Tu peux avoir du USB-C 3.2, génération 1, génération 2. Et à s'y retrouver, déjà, c'est un bordel. Et pour les constructeurs, c'est un calvaire. Le fait est que aujourd'hui, par rapport aux technologies sans fil, c'est quand même plus rapide. J'ai un autre point pour toi dans les zones populaires opinion par rapport au câble, la charge sans fil, Ouais. la charge à induction. Ça éclate ta batterie, c'est moins efficient puisque tu dépenses plus d'énergie que ce que ton téléphone peut recevoir et tu as de la déperdition thermique de ouf. Et la chaleur générée, elle abîme ta batterie. Ah, je suis pas d'accord. T'as avec pas le toi. problème par câble. Ah, mais c'est un fait. Alors, pas sur la recharge rapide sans On fil. est d'accord, c'est là où je venais. Je te Ok. voyais arriver sur le fait que si tu le mets à charger le soir, il a un mode qui permet de lisser la batterie Voilà, exactement. pendant toute la nuit, à la fois pour éviter d'éclater ta batterie et pour éviter tout ce qu'il y a autour avec les problèmes de Et chaleur. justement, et tout c'est ça, même plus pérenne sur le futur de ton téléphone et de l'autonomie que de brancher avec un câble qui, par défaut, va charger hyper rapidement. Alors, pas forcément. En fait, tu as la même technologie de lissage de ta charge qui existe sur un câble. Parce que, en fait, c'est ton téléphone à l'intérieur qui gère le truc. Sur mon Pixel, ça le faisait déjà. Tu branchais le câble, tu disais, bah, je te le charge pour que tu sois à 100% le lendemain. Par contre, si tu les branches en plein milieu de la nuit, tu le seras pas parce que je te lisse la charge. Même pendant la journée, comment il le capte ça? Ah, il le fait pas pendant la journée. Ah, c'est ça. Pendant ouais. la journée, il te le fait. C'est Si ça, tu mets mais le je veux câble. dire, aujourd'hui, tu pourrais très bien le faire avec du sans fil, avec la recharge 15 watts qui existe en c'est sans ça. fil, mais juste, ça va t'éclater la batterie au même titre, voire même plus que sur un câble, parce qu'en fait, la charge par induction, naturellement, émet de la chaleur. C'est Oui. comme une plaque, c'était des espèces de bobines C'est des bobines en cuivre. en cuivre qui envoient de l'énergie qui, du coup, génère de la chaleur. Donc, de manière générale, alors, je dis ça, je charge mon téléphone en sans fil tous les soirs. Voilà, il est posé sur son dock, etc. Malgré tout, si tu en cherches d'efficacité et d'efficience, c'est-à-dire de payer ce que tu consommes, le câble est quand même malgré tout plus efficace que la charge à induction. Malgré tout, et je pense que tu vas me voir revenir, il y a des cas où quand même c'est quand même cool d'avoir du sans fil. C'est Je te dis incroyable. n'importe quoi. Pour les joueurs professionnels, il y en a beaucoup qui ont des setups particuliers avec du câble. Parce que en fait, le câble en termes de latence, c'est bien inférieur. Oui, ça, c'est un peu moins ça le cas. transmet beaucoup mieux toutes les Beaucoup plus données. vite, beaucoup l'info. plus vite, Mais même ouais. sur une souris, tu vois, une souris, t'as Oui, pas grand c'est chose à clair. véhiculer, c'est juste plus rapide. Mais t'as quand même le truc de te dire, putain, j'ai le câble, donc ça, potentiellement, ça me gêne dans les mouvements. Donc là, à l'époque, c'était quasiment que par câble que les joueurs de e-sport jouaient. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Tu as des trucs qui sont vraiment très très rapides, genre vitesse de la lumière rapide, tu vois, en mode inférieur à la milliseconde. Malgré tout, c'est encore pas, tu vois, c'est encore un peu fluctuant dans l'adoption. Moi, aujourd'hui, je suis en full sans fil sur mes config. Parce que Ah ouais. clavier souris, c'est impossible pour moi de remettre un fil. Horrible. Déjà, je suis pas un horrible. pro gamer, j'ai pas les compétences. Et en plus, avoir un setup clean, aujourd'hui, c'est au-dessus de ce que je veux comparé à juste de la performance pure. C'est ça mon problème avec les câbles en fait. C'est que les gens, alors déjà, étape 1, les constructeurs font aucun effort pour rendre tes câbles anti-démêlants. On est d'accord. Beats a sorti un câble là tout récemment qui embarque cette technologie. Je l'ai pas acheté encore, mais il faut que je le teste. C'est de l'USB-C qui te permet justement de pouvoir ça s'en mêle pas en fait tout simplement. Et tout simplement, moi, ce qui me rend fou avec les câbles, c'est que t'en as partout,
à toutes les sauces et que personne les organise. Et On est donc, ce qui d'accord, fait ouais. des environnements où en fait, tu arrives dans la maison, dans l'appartement, dans ce que tu veux de quelqu'un et tu as des câbles partout, ça dégueule. Et ça me rend fou. Même, genre, si t'as une multiprise apparente, mets un cache multiprise. Ouais, on est d'accord. Je sais pas, tu vois, fais un effort, ça coûte 2 euros. Mais bref, c'est un effort à faire et tout le monde ne le fait pas et c'est pour ça que j'aime pas les câbles. Ouais, en vrai. fait, t'aimes pas ce que les gens font des câbles ou ne font pas des câbles en fin de compte. Exactement. Ouais, je comprends. Mais en plus, il y a un côté un peu bâtard, encore une fois, là-dessus. On parlait de l'USB-C tout à l'heure. Bah, t'as un USB-C type 3, bah, en fait, t'en as plus besoin parce que c'est type 3 Gen 1 qu'il te faut maintenant. Donc l'autre, tu vas le stocker. En fait, tu te retrouves avec des boîtes de Ah câbles ouais, qui monstrueuse. fonctionnent en théorie, mais qui fonctionnent pas dans ton usage. Moi, j'ai des boîtes Ikea de câbles à la maison. Hein. Vraiment. C'est parce que j'en ai tellement avec les appareils. Alors maintenant, t'en as un peu moins puisque c'est plus obligé de vendre un bloc secteur avec ton téléphone, mais t'es quand même obligé de recevoir le câble, qui est en général le câble qui va avec le protocole utilisé par ta prise de téléphone. Mais voilà, une populaire opinion. Moi, les câbles, je trouve ça bien, mais s'il vous plaît, comme Quentin l'a dit, faites attention à comment vous vous en servez et servez-vous-en avec parcimonie, triez-les et puis cachez-les, quoi, par pitié. Rewan, unpopular opinion. Les écrans incurvés sont surcotés. Je suis pas forcément d'accord. C'est pas indispensable, mais je vais pas jusqu'à dire que c'est surcoté. Mais je suis d'accord avec toi. Ah ouais? En fait, pour être honnête, celui-là, je l'ai trouvé sur Reddit. Ouais. Les gens arrêtaient pas de le dire et j'avais envie de les tacler. Bah en fait, si tu veux, les télés incurvées, c'est surcoté. Parce que pour qu'une télé incurvée, ce soit intéressant, il faut soit que tu sois collé à la télé, soit que tu aies une télé de genre 100 mètres de pouce. Dommage qu'on n'ait pas Mathieu parce qu'il a une télé incurvée chez lui et il pourrait mieux nous en parler. Ouais, bah écoute, moi en fait, une télé écran plat, ça va très très bien. Il y en avait qui sortaient des télés incurvées pendant un moment. Et en vrai, ça sert à quoi le principe? Le principe de l'incurvé, c'est de suivre naturellement le mouvement de ta tête quand tu tournes à gauche et à droite pour que tu sois quasiment tout le temps en face de ton écran. Ouais, d'être immergé dans le contenu. Exactement. Sur un contenu que tu consommes sur ton bureau, bah ça a du sens. Parce que si tu as un écran plat, si tu tournes la tête avec un écran de 40 pouces tout à droite, bah tu vas pas avoir le même ressenti. Il faut Forcément. limite que tu te déplaces à l'horizontale. Voilà, faut que tu glisses de gauche à droite plutôt que de juste tourner la tête. Alors que bah pour un écran incurvé, ça a du sens. Il faut que ça suive l'angle de vue naturel de ton regard. Donc non, c'est pas surcoté. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, bah, en plus, on a un mauvais exemple parce que, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'on en a tous les deux Bien un sûr. pour notre setup. Et je trouve ça tellement efficace. Et aujourd'hui, je ne pourrais absolument pas revenir en arrière. Bien sûr. Et le simple fait, alors là, je parle d'un écran incurvé en plus de ça, ultra wide. Oui. Donc 49 pouces, très large. C'est bien, t'as dit ultra wild, Ouais. ultra sauvage, pas ultra wide. Oui, Il est ultra wild. ultra sauvage. Après, en vrai, il est ultra wide. Les En deux. full tout fin, full Ah, OLED et tout. c'est Incroyable. clair. Mais c'est vrai que ce genre d'écran, je ne pourrais pas revenir en arrière Je parce suis que d'accord. avoir un double screen, donc ça veut dire l'un à côté de l'autre pour l'utilisation bureautique, avoir la scission au milieu avec les bandes alors que là t'as un tout en un, bref, c'est fou. Donc non, les écrans incurvés sont absolument pas surcotés. Et même pour aller dans ton sens, avant j'avais un triple screen. Donc ça veut dire que j'avais pas 2 mais 3 écrans. Donc j'avais un écran bien droit devant moi, un écran bien droit à gauche, un écran bien droit à droite. Donc déjà le bordel de câbles, je te laisse imaginer, parce que tu as 3 câbles d'alimentation, 3 câbles vidéo. Les câbles vidéo x2, puisque j'avais mon dock et mon PC fixe qui était branché. Waouh, Donc j'avais 6 câbles vidéo au total, plus 3 câbles d'alimentation, donc ça faisait 9 câbles à faire passer. Je te laisse passer le truc. Et surtout qu'en fait, les gens qui critiquent les setups avec des écrans incurvés ultra wide, en fait le truc c'est que quand tu installes un setup triple écran, forcément que tu ramènes un petit peu les deux écrans à l'extérieur vers toi. Donc les écrans sont pas incurvés. Mais voilà, alors tu as un écran ultra wide, mais surtout il est naturellement pas incurvé parce que l'écran n'est pas incurvé, mais tu crées l'inclinaison toi-même en fait en rabattant les écrans. Donc la question se suffit à elle-même en fin de compte. Et puis en plus tu parles à quelqu'un qui daily drive un fold set, donc les écrans pliables et légèrement incurvés, tu connais. Hein. Les foldables sont pas l'avenir. La transition est toute trouvée. Je suis assez d'accord. Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord. Ok. Je pense que c'est du gadget aujourd'hui, que c'est destiné à une certaine catégorie de personnes, mais de toute façon, les écrans sont pas l'avenir des smartphones. L'avenir du smartphone, pour moi, il se situe dans les lunettes ou dans des interfaces différentes, mais je suis d'accord, pour moi, les Fold, c'est pas des écrans qui sont pérennes. C'est un truc que beaucoup de marques du coup poussent, hein, le pliable. Ouais. On en voit de plus en plus, même on sent que Apple se sent limite obligé de par les investisseurs à sortir un pliable, mais c'est vrai que la durabilité, l'épaisseur, le prix encore aujourd'hui sont devenus des limites insurmontables hein, pour certains qui voudraient éventuellement se l'approprier et qui peuvent pas vraiment. Et certains disent que du coup les smartphones classiques resteraient dominants. C'est quoi ton avis là-dessus maintenant que tu le daily drive? Ouais, je pense que ouais. En fait, moi, encore une fois, je suis une catégorie d'utilisateurs particuliers. J'en parlais il y a, je crois que c'était la semaine précédente ou la semaine d'avant où j'ai rencontré des gens et par hasard, on était plusieurs à en avoir des pliants. Quand tu as découvert le pliant, c'est dur de faire marche arrière.
Pour autant, aujourd'hui, c'est des produits qui sont très chers, qui sont fragiles. Et même moi, j'ai encore peur aujourd'hui quand je le manipule, même si maintenant que je suis un peu habitué, je le manipule davantage avec un peu plus de comment dire. Voilà, je suis un peu C'est moins. rentré dans ton quotidien, C'est quoi. entré dans mon quotidien, je fais plus forcément attention. Alors, je joue pas comme un bourrin non plus, mais malgré tout, tout le monde n'en a pas besoin, en fait. Et en fait, ça répond pas forcément à la problématique de tout le monde. Donc déjà, de base, même si les prix vont descendre, vu qu'il y a des technologies qui vont se développer, les produits vont devenir plus solides, puisqu'il y a plus comment dire, de savoir-faire qui est acquis au fur et à mesure des développements. Je pense que, malgré tout, pour autant, demain, dans le format actuel tel qu'on nous le propose, je vois pas comment ça peut être pérenne. Même dans les écrans qui se déroulent, tu sais, maintenant, tu en as où tu peux Bien tirer, sûr, ouais. ça se déroule juste de se plier. Ça va être encore plus fragile. Je vois pas comment ça peut être plus solide que ce que c'est avec un écran pliable. Je vois pas comment ça peut être pérenne. Mais c'est pas une question de la technologie est mauvaise, c'est une question de l'adoption par les utilisateurs est dur à gagner et le cas d'usage correspond pas à tout le monde. On peut avoir le même débat sur le carburant à mettre dans une voiture, tu vois, par quelle énergie elle doit tourner. Tout fonctionne, mais tout correspond pas à tout le monde. Pour moi, c'est ça le truc principal. Donc, en vrai, le smartphone, je pense, aura tendance à disparaître. Pour autant, le smartphone, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans le format aujourd'hui, qu'il soit pliable comme les anciens avec, tu sais, les premiers. Ouais, les flips, ouais. Même pas les flips, encore avant. Les clics-clacs, enfin les claps. Oui, les téléphones à clapet. clapets, ouais, c'est le même C'est ça. principe. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est pas le format, il est devenu plus petit. C'est la charnière Tu qui a évolué, tu quoi. le cales toujours entre ton oreille et ta bouche quand tu téléphones parce que c'est comme ça. Oui, tu as eu des plus grands écrans. Voilà, je vois pas. Il n'y a pas d'évolution majeure qui pourrait nous pousser à changer le format du téléphone. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait devenir. Un petit peu l'avenir, mais en tout cas, les foldables, c'est devenu une nouvelle section. C'est pas forcément ça. l'avenir, ça va pas être que ça. C'est juste un autre produit. Quentin, le stockage par disque dur. C'est oui. C'est oui. Bah. Ouais, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis une merde. Hein. Mais ton PC, il a un SSD dedans, non? Ouais, il a un SSD, mais à un moment, il a 8 Tera. Les 8 Tera, ils sont remplis. Donc SSD oblige. Donc disque dur, tu veux dire? Oui, donc disque dur, pardon. Ah oui, ok. Et bah, je suis assez d'accord avec toi. Ok. En fait, il y a un constat tout simple. Et là, les gens qui vont me dire, ouais, mais tous vos PC ont des SSD et tout. Oui, oui, bien sûr. Tous les PC, ils ont des SSD. Le SSD, c'est très rapide. C'est relativement fiable. C'est relativement fin. C'est relativement peu consommateur parce qu'il n'y a pas de pièces qui se déplacent, hein, comme dans un disque dur traditionnel où tu as une lentille qui se déplace sur des têtes. Malgré tout, je vais peut-être en apprendre des choses à certains, mais pour l'archivage, le SSD, c'est moins sûr que le disque dur. Ok. Les données sur un SSD, elles ont tendance à mourir après un certain temps. En fait, pour qu'un SSD soit maintenu en vie, il faut qu'il soit alimenté par un petit courant électrique, ce qui n'est pas le cas forcément sur un disque dur, puisqu'un disque dur, tu changes la position c'est pas tu graves, mais tu changes la position de certains trucs sur une plaque magnétique, qui sont Les données, ouais. les bits les en petits fait disques, ouais. que tu as changé, 1 ou 0. Et en fait, le problème, c'est que vu que c'est de la mémoire flash sur un SSD, qui est la même mémoire que dans les RAM, qui est juste une puce mémoire, il y a au bout d'un moment, si elle n'est pas alimentée électriquement, et ben en fait, les signaux sur cette mémoire flash vont commencer à se détruire. En fait, ils vont juste changer d'état. Un peu à la manière de, tu sais, quand tu avais les vieux bandes de films, là, si tu les stockais pas dans des endroits bien inifugés, etc., ça prenait feu. Ça prenait feu, ouais. De feu. Bah là, c'est un peu le même délire. En fait, s'il n'y a pas de courant électrique de manière prolongée, ça va mourir. Donc, vos sauvegardes sur SSD, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, c'est pas que ça peut pas fonctionner, c'est que vous vous exposez à davantage de risques si vous faites ça, plutôt que de partir sur du disque dur. En revanche, il faut le réalimenter de temps en temps, c'est Tu ça? peux le rebrancher de temps en temps pour limiter le risque, mais les 3 quarts des gens, ils vont le faire, ils vont le mettre dans un coin de leur placard. Bah, et moi, c'est ce que je fais, de ouf. Et c'est un disque dur. Ouais, c'est des disques durs, Voilà. ouais. Disque dur, tu auras une meilleure durée de vie pour tes données. Ok. Alors, c'est de la sauvegarde aujourd'hui. J'aurais tendance à te dire que, bon, c'est pas de la sauvegarde vu que tu en as un disque dur et que c'est pas redondé, etc. Mais là, on part dans des débats philosophiques, etc. Mais si aujourd'hui, vous voulez faire des sauvegardes, déjà la vitesse, vous vous en foutez, puisque c'est de la sauvegarde, vous n'avez pas besoin d'acheter le SSD le plus performant. Oui, ça va aller vite à la copie, mais ça va coûter plus cher. Et derrière, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un truc hyper rapide pour conserver vos données, à moins que vous les consultiez très régulièrement. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment de la sauvegarde. Achetez un disque dur. Achetez un gros disque dur, ça vous coûtera moins cher. Et ce sera beaucoup plus fiable que de garder du SSD pour faire de l'archivage. Deux petites unpopular opinions qui se rassemblent. Les smartphones sont devenus trop fins et les smartphones devraient redevenir trop petits. Enfin, redevenir plus petits. Sont devenus trop fins. Je vois où est-ce que tu veux aller. Je suis un peu mitigé. Dit-il avec un Fold 7 qui est très très petit. Qui est très très fin, mais qui est très fin parce que le besoin, c'est que ce soit en même temps un phone pliable, enfin Oui. une tablette et un téléphone en même temps. C'est Donc ça. en fait, plié, il fait l'épaisseur d'un smartphone traditionnel. Complètement. Donc, il répond à un certain besoin. Pour répondre à votre question, les smartphones devraient devenir plus petits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait,
je trouve ça dommage, et je sais où tu veux m'emmener, que Apple ait abandonné l'iPhone mini. Parce que je trouve que c'est un smartphone qui correspondait à plein de gens. Tout le monde... Il était incroyable. Ouais, tout le monde ne consomme pas du contenu vidéo et tout ça sur un smartphone. Tout le monde ne lit pas des énormes pavés sur son smartphone. Certains, ils veulent un iPhone, mais un iPhone qui rentre dans la poche, qui se stocke bien, qui prend pas trop de place. Et juste un téléphone, quoi. Des petits mails, voilà, c'est tout, des SMS et tout. Pas besoin d'avoir des écrans de 12 pouces, d'avoir une télévision dans la poche. Ça fait chier. Dit-il aussi avec un Fold 7. Mais encore une fois, mais c'est ce que je te dis. C'est le fait que je peux le déplier quand je veux, avoir une tablette quand j'ai besoin d'une tablette. Et je suis pas le consommateur lambda de smartphone. Mais oui. Tu regardes aujourd'hui, les petits téléphones, ils ont plus la cote que les grands téléphones. Parce que les gens, ils ont eu des grands écrans, c'est fou. Parce que, en fait. Il y a eu cette recherche au plus grand, toujours plus, etc. Et en vrai, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que forcément, si t'as un plus grand écran, c'est un argument pour dire oui, je peux mettre du plus gros de contenu, mais c'est surtout, tu peux faire un téléphone plus grand. Donc, tu vends l'écran pour derrière mettre une batterie plus grande. Exactement. Mettre des composants que tu peux pas rapetisser. Tu vois, mettre un plus gros processeur. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence à avoir l'expertise de faire des téléphones plus petits et plus fins, tu peux te permettre de faire des écrans qui ont une très bonne qualité, ce qu'on appelle le PPI, donc c'est le pixel par pouce. Ouais, pixel par pouce. Donc des écrans qui ont une image très très clean, mais sur une surface bien plus petite. Donc oui, le téléphone devrait venir plus petit, oui, bien sûr. J'en rêve d'un téléphone plus petit. S'il était plus petit avec la même performance des pros. Et aussi fin que le R. Alors, aussi fin, je pense pas du coup, parce que forcément, alors s'ils le font... Banger absolu. Ouais. Maintenant, à un moment, t'es obligé, t'es contraint par la batterie, etc. Donc, t'es obligé d'avoir un truc un peu plus épais. Donc, je pourrais m'approprier un téléphone plus épais si jamais on avait toutes les performances. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et les smartphones devenus trop fins, en fait, si tu veux, j'assimile la finesse d'un smartphone à sa solidité. Donc, le problème, c'est que forcément, que quand t'as un iPhone R, tu regardes l'épaisseur, tu te dis, mais le truc, je vais le prendre, je vais le plier en deux, quoi. Dans la main, tu vas l'écraser. Non, mais même pas ça, tu le mets dans ta poche, t'es dans ton jean, tu plies un petit peu le jean, t'as l'impression que le truc, il est serré, il va se plier. Alors que non, c'est complètement con, il va pas juste se plier, parce que la coque, en plus, c'est même plus les coques à l'ancienne où c'était du métal que tu plies, c'est une espèce de céramique. Là, c'est du titane. C'est un titane, en plus, voilà. Le pixel, pareil, quand tu regardes l'épaisseur du truc, imaginez, là, si vous écoutez ça sur votre téléphone, prenez votre téléphone, regardez l'épaisseur du port USB que vous avez, parce que c'est forcément un port USB-C maintenant. Le Fold 7 déplié fait l'épaisseur du port. C'est ridicule en termes d'épaisseur. C'est insane. C'est incroyable. On est à genre 1 mm 5 ou un truc comme ça. En fait, tu te demandes comment ils peuvent faire plus fin, quoi. C'est ça, en fait, parce que là, c'est limité vraiment par la taille du port. À moins de supprimer tous les ports, tu pourras pas faire plus fin, quoi. C'est une folie. Donc, je comprends l'idée de se dire que ça pourrait devenir plus fin. Pour autant, encore une fois, quelqu'un qui voudrait un téléphone fin aujourd'hui, pareil que quelqu'un qui voudrait un téléphone plus petit, ce serait pour des contraintes liées à le mettre dans la poche, que ce soit discret, etc. Ce serait un objet plus de design qu'un objet fonctionnel, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il devrait devenir plus fin ? J'ai du mal à me prononcer. Enfin, ils sont trop fins. Je pense que ça dépend. Je pense que les prouesses techniques des téléphones aujourd'hui visent à ce qu'ils deviennent de plus en plus fins. Je trouve ça hyper chouette, justement. Qu'il y ait cette course au téléphone plus fin et peut-être même plus petit à un moment donné. Mais il faut les deux. Tu peux pas avoir que ça une nouvelle fois. C'est comme les Fold. À un moment, il faut avoir ces trucs-là parce que ça en fait partie, ça peut répondre à un besoin, mais il faut du téléphone plus tradi, quoi. Et je vois l'argument de dire je veux un téléphone plus petit, un téléphone plus fin. J'ai du mal à le voir, en fait. Je vais mettre des gens à dos sur celle-ci. Le moteur thermique. Oula, waouh, ah oui. Ah oui, je mets les 2 pieds dans le plat, moi. Les moteurs thermiques, bien ou pas bien ? Bah, je sais pas, à toi de me dire. Ah. Waouh, en fait, je suis hyper mitigé sur la question, parce que c'est pas la... J'allais dire c'est pas la techno, mais en vrai, si. C'est pas le mode de fonctionnement en tout cas. Ouais, c'est pas le mode de fonctionnement. Le moteur thermique, je rappelle, c'est du carburant, boum boum, les pistons qui poussent le vilebrequin, machin, qui font tourner une boîte et qui envoient de l'énergie. Là-dessus, aucun problème. En fait, c'est plutôt une partie du prix, mais en même temps, l'électricité est pas forcément. Enfin, ça dépend. Ça peut être plus intéressant comme moins intéressant. Mais si le parc auto se transforme complètement comme ils veulent le faire, ça tiendra jamais la route. Okay. Ça, c'est une certitude. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'adore le moteur thermique et surtout le bruit que tu vas avoir à travers des voitures sportives. Ouais. Et je veux aucun monde où ce genre de voiture ne bénéficie pas de cette techno. Donc, en fait, tu as plus de problèmes avec l'image du moteur thermique et l'infrastructure liée aux véhicules électriques, plutôt. J'ai un problème avec les véhicules thermiques sur les voitures du quotidien. Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça a plus d'intérêt. Tu peux faire
la même chose avec une voiture électrique qui, du coup, est plus responsable, malgré tout. D'une certaine manière, parce qu'il y aura aussi ce débat, est-ce que la batterie est bien produite, etc. On le sait qu'aujourd'hui, on peut réutiliser les batteries pour faire d'autres choses, donc ça permet justement de combler le fait que les batteries en fait ne meurent jamais, et c'est un problème aujourd'hui qu'on n'arrive pas à résoudre. Maintenant, aujourd'hui, je veux pas en fait supprimer le moteur thermique dans les véhicules sportifs, et il faut qu'il y en ait plus, et il faut qu'ils arrêtent ce putain de malus qui n'a aucun sens. Et en même temps, il faudrait qu'ils disparaissent sur les voitures du quotidien qui en fait pourraient très bien s'en passer. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'ai 2 problèmes là-dessus. Je vais commencer par le problème de la voiture électrique qui, selon moi, est le mode de consommation de demain, mais la manière dont on nous le vend est pour moi pas correcte. Complètement. Je m'explique. La voiture électrique, je vois pas dans quel monde, avec l'infrastructure actuelle et telle qu'on la vend, peut remplacer la voiture le thermique partout. En disant, on change le parc, on passe thermique électrique. Outre le fait que c'est complètement con de remplacer des véhicules qui sont sains et qui roulent et qui n'ont pas fini de payer leur taxe CO2, enfin leur capital, donc c'est-à-dire que quand elle est produite, elle coûte comment dire, elle pollue et qu'il faut t'en servir pendant un certain temps pour amortir cette pollution-là, ça me fait un peu chier. Aujourd'hui, il y a des contraintes notamment sur... Alors oui, tu as une voiture électrique, tu la charges avec de l'électricité, mais l'électricité, il faut bien la produire. Quand tu vois que... et là, je vais rentrer dans des trucs un peu politiques, machin, donc je vais passer assez vite dessus et je serais ravi d'en débattre avec quelqu'un si jamais il a une opinion partagée, mais on avait une super infrastructure nucléaire qui, pour moi, pouvait répondre à ces trucs-là. On a choisi de l'ouvrir et de le vendre dans le cadre de l'Europe et tout, bon, ok. Mais quand tu vois qu'on le vend aux Allemands qui, eux, ont arrêté complètement après un référendum le nucléaire pour juste produire de l'électricité grâce à brûler du charbon, ça me fait un peu chier de charger ta voiture électrique, sachant que derrière, ils la produisent avec du charbon qui pollue sa grand-mère, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est dans les mentalités qu'il faut faire évoluer le truc en disant oui, il faut faire évoluer l'infrastructure, mais c'est toute l'infrastructure qu'il faut faire évoluer. Tu peux pas dire c'est un véhicule écologique. Alors, c'est globalement plus écologique à construire et à rouler qu'une voiture thermique. Ça, vous pouvez vous renseigner, machin. Il y en a qui disent oui, mais non, mais une voiture électrique avec les batteries et tout, c'est plus polluant de la produire. C'est de la connerie. C'est beaucoup plus c'est plus écologique que la voiture thermique. Pour autant, et d'ailleurs, elle vivra plus longtemps, mis à part les batteries, puisque tu n'as que 7 pièces qui tournent dans une voiture thermique, là où tu en as, je ne sais pas combien, dans une voiture thermique. Pardon, une électrique consomme beaucoup moins, parce qu'il y a très peu de pièces qui bougent comparé à une voiture thermique. Et ça use moins les consommables, puisque tu as de la régénération, donc tu vas moins taper dans tes freins, etc. La voiture thermique, elle a du sens dans certains cas d'usage. Je te dis par exemple les poids lourds. Les poids lourds, tu peux pas les faire tourner en électrique parce qu'il faut qu'à l'heure actuelle, qu'ils transportent leur batterie. Donc déjà, à charger, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long parce que tu as plus à charger. Même avec la charge rapide, ils ont des charges à transporter qui sont beaucoup plus importantes. Donc pour ces cas-là, le diesel, c'est encore mieux, c'est le plus efficace. Alors le semi-truck de Tesla vient d'être lancé avec DHL. Écoute, il commence à le faire tourner, donc à voir ce que ça va donner. On va Apparemment, c'est surprenant. Moi, je suis pour qu'on améliore ces technologies-là et qu'on innove, mais qu'on innove de manière responsable et transparente, en fait, si tu veux. Complètement. C'est-à-dire... C'est surtout qu'on ne t'impose pas la techno, et c'est ça le problème, je pense, que tu voulais aborder. C'est aujourd'hui, on t'a dit, c'est simple, 2035, va te faire foutre avec ta voiture thermique, tu prends une électrique, point. Sauf qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas l'infrastructure. Ça coûte quand même cher d'acheter une voiture électrique, clairement. C'est pas forcément à ton goût, et peut-être que t'aimes ta bagnole. Donc en fait, on te l'impose pas. Et qu'il n'y a pas besoin de la changer si tu viens de l'acheter, ou alors qu'elle n'a pas fini de payer son capital. Ce que je disais tout à l'heure, moi je roule une petite citadine thermique, elle me coûterait en entretien. J'ai pas besoin d'aller sur une électrique que je vais payer cher, que je vais avoir des difficultés à charger, etc. Pareil, la vignette critère, c'est de la connerie, c'est sur l'année de sortie de la voiture. T'achètes un 6x6 AMG qui consomme 30 litres au 100 en usage mixte. Critère 1. Critère 1. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça fait chier, en fait. Et c'est tout ça, en fait. C'est la voiture électrique, pour avoir conduit et roulé de manière quotidienne en électrique, la poussée, c'est incroyable. T'as tes compétences sportives qui sont bien, les batteries basses gardent quand même un bon équilibrage de ta charge, donc ça fait que c'est des caisses qui sont relativement maniables et qui tiennent bien la route. Pour autant, je suis un grand amateur de voitures thermiques parce que la sportivité, ce que tu disais tout à l'heure, pareil, la sportivité, ça me fait chier de voir des voitures disparaître parce qu'on a un héritage de fou dans ce qui est thermique. Et en vrai, des solutions pour produire du carburant responsable, ça commence à venir. Complètement. On a vu l'électrique, on veut aller à 100% là-dessus. L'Europe qui voulait annuler complètement la vente de véhicules neufs électriques en 2035, ils ont fait marche arrière. Mais c'est pour ça en fait que... Pardon, je te coupe. C'est juste que maintenant, ils disent en fait, il faudra que le carburant il soit produit à 0 taux d'émission de carbone. Donc il faut que le carbone que tu produis pendant le carburant, la fabrication de ton carburant, tu l'amortisses avec d'autres choses, avec du crédit CO2, avec la réponse d'énergie renouvelable, etc. Tu vois. Ce qui m'énerve en fait là-dedans dans ce combat thermique électrique, c'est que finalement c'est l'État
de sa manière générale, hein, qui a dégoûté les gens à cette techno. Je suis d'accord. Donc en fait, les gens partent même pas du principe que l'électrique ça peut être bien, ils disent par défaut c'est de la merde parce qu'on veut te l'imposer. Mais Et c'est- ça m'énerve du coup parce que les gens critiquent les modèles, critiquent les performances, critiquent quoi que ce soit en disant oui mais en permanence sans même essayer de voir les bienfaits du truc. c'est ça. Et c'est un truc qui me désole un petit peu parce que il y a du bon dans les deux, Ouais. il y a des trucs à dégager dans les deux. Maintenant, c'est un truc qui est instauré, c'est un truc qui est là, il faut le prendre conscience et il faut aussi se l'approprier d'une certaine Et manière. il faut accompagner cette transition-là, tu vois. Tu peux pas dire on va tout remplacer, ça marche pas. Moi, si demain j'avais la possibilité d'avoir une petite voiture électrique, une Zoé, une Renault Twingo. 5, Twingo, elle existe en tout. Oui, c'est vrai. il y a 2026, Twingo ça électrique, l'arrive, ça, c'est vrai, ouais. Mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que moi, mes trajets, c'est des petits trajets. Donc en vrai, tout va bien. J'ai un garage, donc je peux la charger dedans. J'ai la chance que là où je taffe, il y a des bornes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu as intérêt à pas arriver trop tard quand même, malgré tout, pour la charger. Mais en vrai, ça répondrait typiquement à mon cas d'usage. Pour autant, pour le prix auquel c'est vendu aujourd'hui, et pour le besoin que j'en ai, j'ai pas la justification de mettre autant dans une voiture, tu vois. Et c'est ça où, en fait, j'ai un problème. C'est une très bonne techno, l'électrique. Ça a de l'avenir. Pour autant, je pense qu'il faut le faire d'une manière un peu plus fédératrice plutôt que juste dire on va tout remplacer. Et pour les 2-3 qui pensent au véhicule à hydrogène, malheureusement, le véhicule à hydrogène, je vois difficilement comment c'est réalisable aujourd'hui. Remplacer le véhicule thermique à l'hydrogène, c'est pas possible. Ils l'ont fait avec BM, le moteur il avait 500 chevaux, il est passé à 150 chevaux, donc c'était un truc qui pour le stocker c'est infernal. Les piles à combustible, à la limite pourquoi pas, mais quand on voit comment on a du mal à déjà fournir de l'alimentation électrique, l'hydrogène, les piles à hydrogène, ça va être compliqué. Et derrière, il faut savoir que l'hydrogène à extraire et à fabriquer, c'est plus cher que le pétrole et ça pollue plus. Donc je vois pas comment ça peut arriver demain. Les assistants vocaux ne servent presque à rien. Tous ceux que tu as qui sont intégrés à ta Google Home, Alexa, machin. Genre Siri, Alexa, Google Assistant, est-ce qu'ils résolvent vraiment des problèmes ou est-ce qu'ils arrivent à répondre à tes besoins ou pas? Je m'en sers assez peu. En fait, c'est surtout pour pas activer des interrupteurs à la mano que je m'en sers. Donc je suis assez d'accord avec toi, ça sert plus à rien. Surtout à l'ère où l'IA est arrivée et là, tu as vraiment un assistant un peu plus polyvalent. Je suis assez d'accord. Pour moi, cette techno est ultra frustrante. Parce qu'aujourd'hui, ça a du mal. Alors peut-être, et j'espère que l'IA viendra agrémenter un petit peu tout ça pour les améliorer. Ouais. Parce Qu'ils ont qu'aujourd'hui, fait Google avec Gemini maintenant c'est qui est ça. intégré à Google Assistant. Exactement, parce qu'aujourd'hui, allumer une lumière, c'est cool. Ouais. Mais le fait de pouvoir dire fais-moi, je sais pas, une recherche, à quelle heure ouvre telle boutique, etc. Le fait qu'en permanence, ils me disent parce que moi j'utilise Siri et Google Home, et sur les HomePod, pardon, je vais y arriver. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer cette techno, etc. Évidemment, ça a très mal vieilli, si je peux le dire comme ça. Mais le fait que dès que je fasse une recherche, ils me disent demandez-moi sur votre iPhone. Bah, si je te le demande à toi, c'est que j'ai pas mon téléphone sur moi. C'est ça, Pardi. c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que C'est je te vraiment demande pour l'objectif. pas avoir à toucher le téléphone. C'est fou. Et donc ça m'énerve. Et c'est surtout que c'est des gadgets qui sont sous-exploités d'une certaine manière parce qu'ils peuvent faire plein de trucs, nous améliorer dans plein de trucs. On parlait il y a quelques épisodes des automatisations qu'on peut instaurer dedans. Ouais. Et est-ce que la technologie peut nous aider, peut nous apporter du bonheur? C'est vrai que les automatisations en font partie. Et c'est frustrant quoi aujourd'hui parce qu'on voudrait faire plus quoi. C'est clair. En fait, t'as toujours. Moi, je parle aux gens qui sont pro cette technologie-là. Je parle pas des gens qui sont en mode ouais, je veux pas un truc qui m'écoute, etc., qui sont des arguments qui sont globalement entendables malgré tout. Mais je parle des gens qui voyaient un avenir là-dedans. Les assistants vocaux tels qu'on les connaissait à l'époque, c'était surtout des si, alors. S'ils demandent d'allumer telle lumière, alors allume telle lumière. Et c'était pas des assistants intelligents comme on les a vendus. Aujourd'hui, ils existent à travers l'IA. Mais pareil, il n'y a pas cette frontière qui a été brisée entre j'ai vraiment un assistant intelligent à qui je peux demander plein de trucs sans avoir à toucher mon téléphone, que ce soit répondre à mes besoins en termes de domotique, en termes de recherche publique et en termes de recherche privée. Tu pourrais très bien dire, n'importe quelle IA aujourd'hui qui est interconnectée avec tes applications professionnelles, par exemple, tu lui dis à quelle heure il est mon rendez-vous de demain. Il dit ah oui, dans Gemini, il va dire ah oui, demain, je vois que tu as un rendez-vous à 9h avec telle personne à tel endroit. Et tu peux commencer une interaction comme ça. Et je trouve que c'est cette cassure qui manque aux assistants domotiques et aux assistants IA agentiques qu'on a. Je pense que le premier à répondre à ça va être Google avec Gemini. Parce que c'est déjà plus ou moins tout ce qu'il y a derrière, même si Copilot
vu qu'ils rachètent en fait des modules de chez ChatGPT, puisque c'est ChatGPT derrière Copilot, il y a une intégration très forte qui est faite avec l'environnement O365. Donc maintenant, tu peux faire de la recherche par IA sur certains documents, certaines conversations et tout, et c'est plutôt cool. Malgré tout, est-ce que tu voudras d'avoir ça chez toi tout de suite maintenant, vu que les gens ils achètent très peu de produits physiques, ils s'en servent plutôt comme application sur leur téléphone, montre ou leur PC? À voir, je demande à voir. Bah, les marques aspirent beaucoup à ça et je pense qu'effectivement les Apple, les Google, les Amazon qui proposent déjà des produits physiques et qui pourraient implémenter des mises à jour, c'est le must, hein, clairement à avoir. Et a priori en 2026, on devrait avoir beaucoup de correctifs là-dessus. Mais vous le savez, hein, les promesses, c'est quelque chose de bien, mais maintenant on veut voir du concret. Donc est-ce que les assistants vocaux ne servent presque à rien? Aujourd'hui, oui, mais... Petit dernier un petit peu léger pour toi, mon Quentin, les jeux tunnels. Les jeux tunnels. Ouais, ça veut dire les jeux où tu as des niveaux qui s'enchaînent, machin, pas les jeux à monde ouvert. Les jeux où tu as globalement un chemin à suivre. Un chemin tout tracé, t'as un exemple là en tête? Les Halo avant Halo Infinite, je crois que les anciens Dark Souls c'était le cas, mais je dis peut-être une bêtise. Les jeux, finalement, c'est T'as une succession de niveaux. C'est pas un monde ouvert. T'as pas de va à un point A, un point B, machin, reviens, tout ça. T'évolues vraiment sur une succession de lieux qui sont prédéfinis, qui suivent. C'est une bonne question, j'y avais jamais réfléchi à ça. Mais en vrai, je trouve que ça se perd de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, là, comme ça, quand tu me le dis, ça me déplaît pas parce que... alors, j'essaie de trouver une référence auquel j'ai joué et qui pourrait apporter ce genre de solution, mais j'ai joué quand même plus à des mondes ouverts récemment. Et puis, c'est la tendance, hein, de manière générale. Hein, Les God of War, il me semble que c'est pas des mondes ouverts, je crois. Je crois que justement, le dernier, il est monde Il est ouvert. monde ouvert aussi. Mais j'ai peur de dire une bêtise, j'ai jamais joué, donc attention. Mais je suis pas contre. Je suis pas contre à voir comment c'est mis en place. Je pense qu'effectivement, il faut réussir à guider le joueur pour avoir la plus belle histoire. Maintenant, après, le fait que ce soit en monde ouvert ou pas, les deux peuvent être intéressants. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve qu'on a trop tendance, à cause du marketing qui est fait, à dire bah, un jeu ouvert, c'est un jeu qui a plein de contenu parce que tu peux aller où tu veux, etc. Mais en final, il y a beaucoup de jeux à monde ouvert qui ont pas plus de contenu. Ah oui. En fait, qui sont très creux. C'est pas parce que en fait, ils ont assimilé ça à la durée de vie du jeu. Genre, ouais, t'as 40 heures de jeu, un truc comme ça. Ouais, mais si t'en as 35 à aller de la mission A à la mission B parce que ça s'enchaîne pas, bah ça fait chier en fait. T'as C'est 5 heures vrai, de contenu c'est vrai, ouais. avec 35 heures de remplissage et ça fait un peu chier. Et alors, vous voyez, je pense, de quoi je vais parler, mais les jeux où t'as 15 000 trucs à ramasser à droite à gauche au bout de la map pour débloquer une putain d'armure, ça casse les couilles. Et ça, les open world d'Ubisoft, J'étais sûr que t'allais c'est là-dessus. devenu les spécialistes. Ah Et ouais. c'est un peu de la faute des joueurs. On veut mettre des trucs très très faciles qui te donnent, où tu as beaucoup à apprendre, mais où tu progresses très très vite, de manière à garder l'attention du joueur et à faire en sorte que quand il achète le jeu, il le consomme et qu'il reste dessus, tu vois, et qu'il consomme ses services. Donc je pense que c'est un peu le problème du marketing. Et je suis tout à fait d'accord avec toi en disant bah, un bon jeu tunnel, s'il a une bonne histoire, un bon scénario et que tu prends plaisir à jouer, qu'il soit pas open world, pour moi, c'est pas problématique. Laisse le jeu faire ce qu'il a envie de te proposer, tu seras content. Parce que, en vrai, une fois que tu as fini GTA, par exemple GTA 5, est-ce que ça t'est régulièrement arrivé de te connecter et juste te balader dans, Ouais, ça m'est dans arrivé. le truc et tout? Mais tu Ouais, vois, trop de fois. mais c'est le rare exemple pour Oui. lequel Ah, ça mais confirme GTA, la règle. c'est l'un Non. des seuls exemples. En Alors vrai. non, parce que t'as Red Dead 2. Red Dead Redemption 2, quand t'es en cheval Ouais, et tu mais te Rockstar. balades et tout. Enfin, je veux Rockstar, dire, on est je d'accord. mets dans cette catégorie. Et c'est d'ailleurs eux qui ont influencé en fait les jeux à monde ouvert. Et c'est pour ça, c'est grâce à GTA que C'est les ça. gens ont voulu se mettre là-dedans. Sauf que Au final, il y avait pas tant de jeux ouverts avant GTA. Hein. c'est clair, t'en avais quand même quelques-uns parce qu'en vrai, tu peux te dire, bah, typiquement, les vieux Pokémon, c'est des mondes ouverts. Tu peux aller où tu veux, c'est pas un jeu tunnel, tu peux retourner dans les villes où Oui, tu veux c'est et vrai. tout. Donc, des jeux d'ouvert, ça dépend de la définition que tu as de jeux d'ouvert, tu vois. Mais aujourd'hui, les jeux qui te proposent, on a tendance à assimiler les jeux qui ont une grande durée de vie et qui proposent beaucoup de contenu à des jeux à monde ouvert. Si Oui. Cyberpunk, il avait été en tunnel, si l'histoire elle avait été bien, ben, je pense que les gens ils l'auraient aimé Aucun malgré problème. tout, tu vois. Je suis contre le fait qu'on dise que les jeux à monde ouvert, c'est des jeux qui ont plus une grande durée de vie et qui sont mieux de manière générale que les jeux tunnels, puisque encore une fois, les Halo, c'était des putains de jeux tunnels jusqu'à Halo Infinite, et c'était très bien. L'histoire était bien, c'était bien ficelé, graphiquement c'était sympa, et Infinite, même s'il avait une histoire qui était intéressante,
le monde ouvert a rien rajouté. Bah, on le voit aujourd'hui, hein. T'as une bonne histoire, t'as une bonne, bande-son. Ça fait 9 Game Awards hein, C'est pour Et Destination Clair Obscur, c'est pas vraiment Clair-Obscur. un jeu d'ouvert, hein, c'est du tunnel. Hein. Il y a des proportions de monde ouvert parce que tu as une carte où tu peux aller d'un point A à un point B et tout, mais c'est relativement tunnel. Hein. C'est C'est vrai. très rare que tu aies ce qu'on appelle j'ai oublié le terme, quand tu reviens en arrière. Du Du back. rewind, Ouais, des rétrospectives. C'est pas rétrospective, mais c'est un autre terme, ça va me revenir. Des throwbacks, Ouais, quoi, c'est ça, genre, globalement. c'est ça. Ouais. Mais effectivement, je trouve que le jeu vidéo évolue de la bonne manière ces dernières années où il y a beaucoup de petits studios indés qui mettent une claque aux grands et les grands se remettent beaucoup en question. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. C'est clair. Voilà, en tout cas pour ces petits unpopular opinions, je pense que ça pourra mériter dans un deuxième épisode C'est et clair. puis Mathieu pourra agrémenter avec ses pensées. Si d'ailleurs vous en avez, n'hésitez pas à nous enregistrer sur la bulle vocale parce que j'ai trop hâte d'avoir vos avis sur certains sujets On va ou se nous faire balancer. insulter. Ouais, balancez-nous des petites opinions que vous avez et nous on va se les prendre dans la tronche et puis on va y répondre. Ça va C'est nous vrai, faire on plaisir. pourrait faire un épisode spécial vos unpopular opinions avec plaisir pour une partie 2 en vous faisant participer. Franchement, ce serait Ce très serait génial. dingue. N'hésitez pas du coup à utiliser la bulle vocale, nous rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez voir la Magic Mouse, il y Oh aura non. une photo là-dessus. Jamais. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt les osios. Ciao, ciao.